Le sujet, comme je vous l'ai dit, de ce soir, c'est une synthèse de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai réalisé. Autant dans mon cheminement personnel que dans mon travail de thérapeute et dans ma vie personnelle. Donc cette synthèse, je l'ai appelée guérison radicale. C'est vrai que quand on entend ce mot, il y a quelque chose de fort dans ce mot, bien évidemment, qui peut même dire, bon, déjà guérison, immédiatement, on peut imaginer maladie, et radical, ce mot a été tellement galvaudé dans plein de choses qu'on en a perdu le sens exact. Et en fait, cette terminologie, je ne l'ai pas vraiment décidée, comme je suis souvent accompagné, je reçois des informations, des plans subtils, ce mot m'a été chuchoté. Et j'ai quand même regardé un petit peu pour en comprendre le sens, parce que j'étais un petit peu dérangé par cette formulation, et radicale. Le sens, c'est agir sur les causes profondes de ce que l'on veut transformer. Ou radical signifie essence de l'être ou du principe. Donc la guérison radicale est évidemment, son but, c'est d'aller nous permettre de transformer, du moins, j'aime pas le mot transformer, vous comprenez pourquoi, parce que transformer signifie que nous avons une action réelle pour être différent ou de changer un mode de fonctionnement, ce qui n'est pas le cas et qui n'est pas possible. Nous pouvons bien évidemment changer notre regard et selon la façon dont on regarde une chose, cette chose va se transformer ou va être vue différemment. Si on regarde une personne de face, on va la reconnaître. Si on la regarde de dos, on pourra imaginer que c'est une autre personne. Donc notre attitude et notre point de vue sera totalement différent. Même si ce mot guérison radicale donne une notion de force, il n'en reste pas moins que c'est un chemin avant tout initiatique pour vous ramener à qui vous êtes véritablement. Donc la guérison radicale est donc vraiment un chemin initiatique qui va nous ramener et qui nous permet de revenir à ce que j'étais avant d'être. C'est-à-dire, on se demande souvent d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait peur. On est souvent obsédé, pas consciemment déjà, mais on y pense souvent, mais on ne se demande jamais véritablement qu'est-ce que j'étais avant d'être. C'est-à-dire, qu'est-ce que je serai une fois que je ne serai plus. C'est moins mortifère, je trouve, comme pensée, globalement. Donc, la guérison radicale est un chemin véritablement de douceur, de tranquillité, et qui a un avantage par rapport à beaucoup de choses, c'est qu'il demande à ne rien changer dans nos vies, à ne rien changer dans nos attitudes, à ne rien faire, si on peut dire. Rien faire, c'est bien souvent beaucoup plus compliqué que de faire quelque chose. Parce que nous sommes toujours dans une volonté d'agir pour transformer. Si on nous dit ne rien faire, c'est-à-dire si je ne fais rien, il ne se passe rien. Bien évidemment, et c'est ça la clé. Parce que si je fais quelque chose, c'est que j'attends que quelque chose se passe. Donc ce qui signifie que quand je suis dans l'attente que quelque chose se passe, j'ai mon mental qui va se situer toujours ici. Moi, je suis là. Ce qui fait que mon mental va toujours être dans la certitude que ce que je suis, ce que je vis, n'est pas suffisant. Qu'il me manque quelque chose à obtenir, que ce soit matériel,
que ce soit affectif, que ce soit spirituel, que ce soit même la santé. Systématiquement, mon mental est ici et me dit, une fois que je serai là et que j'aurai obtenu, forcément ma vie sera meilleure. Forcément je trouverai l'apaisement. Forcément je trouverai la quiétude. Donc, quand je suis là, mon mental est de nouveau là. Ce qui fait que je suis tout le temps, inexorablement, dans le manque et dans l'insatisfaction. Donc, quelle est la clé? Elle est simple, c'est d'être ici et maintenant, dans la tranquillité. Et quand on peut observer véritablement, et encore quand je dis observer, je ne traduis pas tout à fait la justesse de ma pensée, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans l'instant présent, en fait, il ne se passe rien. Il y a juste la présence, la tranquillité. Il n'y a pas, dans le silence, absence de pensée. Il y a que je suis libre des pensées. Et comme je suis libre des pensées, je ne peux pas observer l'instant présent. Parce que dès que je vais dire « je suis dans l'instant présent », c'est que j'observe quelque chose qui vient de se passer. Donc les 3/4 du temps, quand je dis « je suis dans l'instant présent », non, je suis dans l'instant passé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le mental ne peut pas être un outil véritable qui puisse me permettre d'être véritablement dans l'instant présent. L'instant présent, j'y suis tout le temps, en permanence. Je ne peux pas être autre part que dans l'instant présent. Par contre, je suis dans un vagabondage mental. Et effectivement, et c'est pas pour rien qu'on aime autant le cinéma, les jeux vidéo, le théâtre, les histoires, parce que tout simplement, ici et maintenant, je m'ennuie. Rien à faire, tout va bien, tout est parfait. C'est insupportable. Essayez véritablement de rester 3 jours assis sur une chaise sans bouger. Vous allez dire, je perds mon temps. Tandis que c'est en faisant qu'on perd son temps. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je suis en train de faire? Je suis hors de moi, je suis dans le mouvement. Je ne suis pas avec moi. Être avec moi, c'est uniquement être dans cet instant de tranquillité et dans le constat que tout est suffisant, tout est parfait. Ce qui nous amène bien évidemment à donner une petite notion quand même qui est intéressante, c'est la perfection. On s'amuse beaucoup avec la perfection en disant je veux être parfait, cette personne est parfaite, ou ce travail est parfait, ou c'est imparfait. Et en fait, à l'intérieur de ça, il y a une vraie confusion. La perfection, c'est quoi réellement? Je prends souvent un exemple, une boule de billard. Une boule de billard, c'est, je crois, la sphère la plus parfaite qui soit. C'est fait au micron, enfin, je ne connais rien, mais bon, c'est la sphère la plus parfaite. C'est positif ou négatif? C'est positif? Non. Rien. C'est un état. Ok. Prenons Ben Laden. Il est parfait ou pas? Ou il était, hein, parce que je crois qu'il est arrivé des problèmes. Et non, non. Ça dépend de quel jugement, sur quel jugement on se place. Intrinsèquement, il était parfait. C'est comme ça. Tout ce que, si vous regardez autour de vous, l'air,
l'eau, comment fonctionne un corps humain. Il n'y a que perfection visible en permanence, tout le temps. Tout est dans une perfection absolue. Le mot, là, souvent de la parole. Pardon ? Le mot partout, souvent dans la bouche. Oui, parce qu'il y a... Oui, mais si on regarde ce mot, on peut comprendre pourquoi. Parce que vibratoirement, ce mot, il contient son contraire. Parce que je viens de dire que parfait, tout est parfait intrinsèquement. Toute personne est parfaite intrinsèquement. Mais ce mot-là, il peut être coupé en deux. Et ce qui fait qu'il devient par le fait de faire. Et immédiatement, le mental, vibratoirement, reprend cette notion de faire, et effectivement, dans la notion de faire, il y a la notion d'irréprochabilité. Et effectivement, au niveau de l'humain, nous confondons la perfection avec l'irréprochabilité. Et l'air de rien, c'est quelque chose qui va nous amener dans des confusions très fortes. Parce que l'irréprochabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est basé uniquement sur mes schémas éducatifs, sur mes croyances, sur mes conditionnements. Dans mes conditionnements, une personne polie, elle va être parfaite. Parce que on m'a appris que la politesse était une qualité nécessaire et pour être parfait. Donc je vais fonctionner tout le temps par rapport à la notion de jugement. Et mes jugements ne sont basés sur quoi ? Que sur des conditionnements. Donc voilà au niveau de l'irréprochabilité qui est uniquement basé sur des notions de jugement et des jugements et des schémas éducatifs. Donc vous voyez que si on le reporte souvent dans la relation à l'autre ou dans le couple, il va y avoir cette notion d'irréprochabilité et de reprochabilité qui va faire que je vais attendre de l'autre qu'il soit conforme à mes schémas éducatifs. Et comme mes schémas éducatifs ne sont pas véritablement conscients, je les confonds avec ce que je suis. Et donc, je les estime parfaits et je demande à l'autre de s'y conformer. Et s'il ne s'y conforme pas, il y a quelque chose d'insupportable pour moi, parce que comme je me confonds avec ces croyances-là, je ne peux pas les remettre en question. Et la guérison radicale par les 4 étapes de la connaissance de soi vont permettre d'identifier véritablement ces mécanismes-là, de pouvoir les distinguer profondément. Et juste dans le fait de voir une chose, il se produit une chose qui est très simple, et pour des personnes qui sont déjà venues me voir, j'ai souvent parlé de cette clé qui est en fait la seule qui puisse exister, la seule qui puisse véritablement nous permettre de nous libérer d'une mémoire, d'une croyance ou d'un conditionnement. Ce que je viens de dire, c'est que nos conditionnements et nos mémoires, nous y sommes totalement identifiés. Donc ils ne seront pas remis en cause. C'est-à-dire, je vais dire, j'ai peur des frelons. Voilà. Donc, pas de souci, il y a la peur des frelons, je suis allergique, bien évidemment, parce que la peur panique crée l'allergie, bien évidemment. Et Laura pense qu'elle est ça. Si par contre, vous regardez cette peur, vous voyez, comme un comportement, il y a le fait que vous allez voir ces peurs paniques liées aux frelons, et il va y avoir
deux positionnements. Il y a l'aura qui regarde et il y a le comportement qui est regardé. Immédiatement, pour l'inconscient, il y a des identifications, parce que je ne peux pas être ce que je perçois. Vous voyez ? Comme si vous vous regardez dans le miroir, l'image que le miroir vous renvoie, ce n'est pas vous. C'est une image de vous, mais ce n'est pas vous. Et pourtant, quand on se regarde dans le miroir, d'une manière générale, on se dit c'est moi. Il y a une confusion, ce n'est pas moi. C'est une image de moi. Vous voyez, c'est clair pour tout le monde, ça ? Est-ce qu'il y a, arrivé à cet endroit-là, est-ce qu'il y a des besoins de précision ? Moi je veux bien, c'est-à-dire que lorsqu'on a une peur, on peut essayer de se visualiser visualiser cette peur pour moins s'identifier à cette peur. Donc ce n'est pas la visualiser, parce que la visualiser, c'est la créer artificiellement. Donc ce n'est que créer, un alias de cette réalité-là. Le tout, c'est de laisser cette peur venir, qu'elle soit présente, que je la ressente. Parce que dès que j'ai une peur, il se crée dans le corps des réactions chimiques et électriques qui vont me donner vraiment des sensations et qui vont me donner la croyance, effectivement, que je suis ces peurs-là. Donc, il y a juste à les laisser venir, prendre place, et vous n'êtes que témoin de ce qui se produit, que ce soit au niveau des sensations, que ce soit au niveau des pensées qui viennent. Vous regardez cela. Et en regardant cela, vous allez très vite vous apercevoir qu'il y a une distance entre ce que vous percevez et vous. Et si vous êtes attentive, et que chaque fois que ça se produit, vous êtes dans cette position-là, il y a un moment, ça ne se produit plus. Mais si, dans cette position-là, le mental interagit, immédiatement le mental va s'en saisir et il va en faire une histoire. Et je reviens dans la sensation et je suis coupé. D'accord ? J'ai une question. En fait, si cette peur devient panique et que très bien. Ça rentre dans une émotion très forte, en fait incontrôlable. Très bien. Qu'est-ce qui se... Tout à fait. Alors, c'est bien, hein, effectivement, parce que il y a deux attitudes. Il y a effectivement le fait d'accueillir cette peur, donc que j'appelle uniquement peur, qui n'est qu'un comportement conditionné. Voilà. Donc, c'est cette attitude-là. Ensuite, il y a ce que je vais appeler la traversée de la tempête. C'est le plus difficile. C'est-à-dire que ce sont les angoisses, les peurs paniques, toutes ces émotions qui nous submergent et où je n'ai aucune capacité à rester tranquille et les observer. Dans ce cas-là, je me laisse complètement envahir par les sensations, par les peurs, par les angoisses, sans utiliser mon mental pour faire un commentaire, ni pour expliquer, ni pour essayer de relativiser, rien du tout. Et ce qui se produit vibratoirement et énergétiquement, cette angoisse, elle fonctionne comme une toupie. Et dans le phénomène de la toupie, par le système de gravitation, elle va attirer à elle toutes les angoisses qui viennent de notre histoire profonde. Et si je laisse mon mental, sans le négocier,
il ne va pas agir, ce n'est qu'émotionnellement que ça va se passer. Et comme toute chose, rien ne dure. Et au bout d'un moment, il y a cette traversée de la tempête qui arrive à un moment culminant, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui disparaît, qui diminue. On peut, par cette traversée de la tempête, même ressentir une sorte de brûlure au niveau du cœur. Et cette brûlure, étonnamment, c'est que cette angoisse, cette peur panique, a été consumée à cet endroit-là. Je l'ai traversée. Donc, mon inconscient intègre à ce moment-là que tout compte fait, c'est pas si grave que ça. Et pour donner un exemple dans ma propre histoire, ma sœur avait vécu des choses assez difficiles, et j'étais à Paris à l'époque, et elle faisait des crises de spasmophilie. Et un jour, elle m'explique ça, et on était à table, et tout d'un coup elle me dit ça y est, j'ai une crise. Alors je lui dis, mais tu ressens quoi? Elle me dit, je vais mourir, je suis en train de me consumer, je suis en train de brûler. Je lui dis, écoute, j'ai beau regarder, je ne vois aucune flamme ni de fumée. Je lui dis, mais par contre, la sensation que tu vis existe en toi, mais elle n'est pas réelle. Alors je lui ai dit, regarde-moi et reste centré sur moi, laisse faire. Donc ça a mis du temps parce que ça a été compliqué pour elle. Et tout d'un coup, elle me dit, ça va, je sens que mon corps se relâche. Et on a eu l'occasion de le faire plusieurs fois. Et normalement, quand on a de la spasmophilie, effectivement, on est sous traitement, parce que, avec tout ce que ça implique, aujourd'hui, elle n'a aucun traitement. Elle n'a plus du tout de crise de spasmophilie. Et comme ce qu'elle m'a dit quelque temps après, elle m'a dit, c'est revenu, mais je savais que ce n'était pas vrai. Et à partir du moment où la croyance en quelque chose disparaît, tout ce qui va avec disparaît. Ça vient d'où? Malheureusement, toutes ces angoisses, tous ces problèmes viennent très 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 souvent de l'enfance. Et quelle est l'erreur que commettent beaucoup de parents? C'est de mettre les enfants, par exemple, tout seuls dans leur chambre. C'est-à-dire l'enfant, si on regarde ce que représente par rapport à sa taille, sa chambre, les meubles, il est dans un monde de géants. Donc, en permanence, avec ses parents, il est rassuré, coucouné, tranquillisé, ses moindres désirs, très souvent, sont réalisés, il est sécurisé en permanence, et tout d'un coup, le soir, sans qu'il sache pourquoi, il est puni. On le met tout seul dans une chambre, dans un grand lit, et il peut pleurer, il peut être angoissé, il peut tout ce qu'il veut, personne ne va venir l'aider. Donc, inutile de dire ce que ensuite, adulte, ça laisse comme trace en nous. Et ça ne remonte pas si longtemps que ça, quand même, de voir que les enfants ne dormaient pas, dormaient soit dans les chambres des parents ou dans d'autres conditions, mais pas dans ces conditions-là qui sont totalement anxiogènes et qui créent des failles d'angoisse et de panique que l'on retrouve effectivement dans nos vies après. Parce que l'angoisse, c'est une peur métaphysique vis-à-vis de la vie. Donc elle est totalement subjective. Elle n'est jamais objective. Pardon, je ne sais pas si ça a répondu. Si, mais ça va loin en fait parce que, par rapport à la démarche thérapeutique que peut avoir une personne dans le but de la guérison justement, est-ce que ça veut dire que le fait d'amener de la compréhension, de passer par des phases d'analyse, etc., c'est une démarche qui ramène plutôt au mental. Et est-ce que ça veut dire que le travail du thérapeute, c'est plutôt d'amener le patient vers l'émotion, de la contacter et de la laisser se vivre tout simplement en fait,
Et c'est une question qui est vraiment vaste, qui demanderait presque de monopoliser presque la soirée. Mais je vais essayer de répondre quand même rapidement à la question parce qu'elle est importante. Donc, effectivement, le cheminement thérapeutique s'adresse normalement à des personnes qui sont dans des troubles de la personnalité, où il y a un besoin, par un travail psychologique ou psychanalytique particulier, de remettre la personne dans sa réalité. Ça ne la transformera pas, ça lui permettra simplement de se remettre sur les rails de qui elle est. Ça, c'est une base pour les gens qui ont des troubles de la personnalité. Le deuxième travail thérapeutique s'adresse à des gens qui ont vécu des traumas, qui vont leur permettre de déculpabiliser ce qu'ils ont vécu et d'amoindrir et d'accepter, je parle bien d'accepter, ce qui est vécu et ce qui a été vécu. Dans les autres cas, la démarche thérapeutique peut faire qu'un renforcement des croyances, des conditionnements. C'est-à-dire que très souvent, le travail analytique ou psychanalytique va nous faire aller dans l'acceptation de l'inacceptable et dans l'enfermement au niveau de l'ego-personnalité. Mais il ne va pas nous permettre d'aller accéder à notre réalité profonde qui n'est absolument pas liée à ça. Et dans la guérison, dans les 4 étapes de la guérison radicale, je détaille bien ça pour le voir. Ça répond? Nathalie? Ce que je voulais rajouter là, c'est au niveau de l'émotion, donc on laisse monter l'émotion de telle manière à ce qu'elle puisse se dissoudre, c'est-à-dire par 2 attitudes possibles, soit en accueillant, soit sinon en passant la tempête, comme vous décrivez. Tout à fait. Je reviens à l'exemple que vous donniez par rapport à l'enfance, pour ces angoisses-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants, il faut les laisser tout seuls dans les chambres, voilà, ou les accompagner. Qu'est-ce qui est préconisé par rapport à ça? Puisque après, nous, en tant qu'adultes, ça laisse des traces, donc il ne faut pas le faire. Et disons que je pense que par rapport à ça, si on est dans l'attitude juste, c'est-à-dire l'attitude au niveau du cœur, on connaît la réponse. C'est-à-dire que très souvent, le soir, et beaucoup de parents qui ont eu une journée compliquée, difficile, douloureuse, stressante, ils se disent « allez, on met le gamin au lit », et on va avoir enfin un peu de tranquillité. Et c'est insupportable que l'enfant chine, pleure, etc. Et on dit, on le laisse pleurer, et il s'endormira. C'est souvent cette attitude-là. Si on est dans l'attitude juste au niveau du cœur, on a la réponse. C'est-à-dire que on peut faire ça, mais peut-être qu'il y a des aménagements selon les enfants, selon la sensibilité de l'enfant. Ça répond? Oui, très bien. Hein?